Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. On est ensemble le temps d'une bulle santé bien-être dans ce Bubble Bar et aujourd'hui on va parler de télémédecine. Avec moi pour en parler, Benjamin Rivaud, vous êtes gériatre, médecin coordonnateur et responsable des projets EHPAD dans le Val d'Oise. Pierre-Édouard Réon, vous êtes maire de Méry-sur-Oise, vous êtes aussi conseiller départemental du Val d'Oise délégué au numérique et Dominique Nguyen, vous êtes radiologue. La télémédecine, on va planter le décor d'abord. Qu'est-ce que c'est la télémédecine, Benjamin ? C'est 5 choses. On parle beaucoup de téléconsultation. Donc ça veut dire qu'on est en vision directe avec le médecin. La téléexpertise, où là, effectivement, on prépare un dossier qu'on envoie à un professionnel qui va nous répondre à une question, une problématique que l'on a. On a le télésoin qui se développe pas mal en ce moment avec les infirmiers. Et il y a la télérégulation. Alors, régulation... Là, ce qu'on en parle, c'est plutôt le SAMU. Et puis, un petit dernier, peut-être qu'on va m'aider. Voilà. Ça commence comme ça, Alzheimer. Voilà. Hein, c'est ça. Mais en gros, voilà, c'est utiliser le numérique pour avoir finalement des réponses médicales ou pour les soignants. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de la téléconsultation, parce que c'est ce qui intéresse le grand public. Mais avant de parler de la téléconsultation, on va voir aussi ce que c'est que la téléexpertise. Et notamment, il y a une discipline qui est pionnière dans la téléexpertise, ça a été la radiologie, Dominique Nguyen. Vous êtes radiologue. En radiologie, on utilise depuis longtemps cette téléexpertise. Alors c'est vrai que la téléradiologie, on l'utilise depuis presque 20 ans. Au départ, c'était pour répondre à des besoins de transfert de patients. C'est-à-dire qu'on recevait un patient qui avait un accident vasculaire cérébral et la problématique pour des hôpitaux un peu éloignés, de grands centres chirurgicaux, était de savoir si on devait transférer ce patient dans un service de neurochirurgie ou si on pouvait simplement garder le patient sur place. Donc, dans un premier temps, ça a été une téléradiologie d'expertise, c'est-à-dire qu'on demandait l'avis d'un spécialiste, d'un référent. Et c'était pour gagner du temps. On ne transportait pas le malade, voilà. Et on faisait ça à distance pour gagner du temps, puisque dans l'AVC, voilà, le temps, c'est très important. Et pour éviter un transfert inutile. Petit à petit, la radiologie devenant de plus en plus compliquée comme l'ensemble de la médecine, on a fait appel à la téléradiologie pour avoir des avis d'experts. Par exemple, dans des pathologies pulmonaires rares, on peut transférer le dossier pour avoir l'avis d'un spécialiste en imagerie thoracique. Et donc là, c'est plutôt de la téléradiologie pour avis d'experts. Maintenant, on doit faire face à plusieurs problématiques. D'abord, on a peu de radiologues, pas suffisamment sur l'ensemble du territoire. Et à ce moment-là, la téléradiologie peut aider pour avoir une couverture un petit peu plus vaste, un petit peu plus appropriée sur l'ensemble. On explique la téléradiologie. Je vais passer une radio. Là, c'est un manipulateur qui me reçoit. Alors, c'est un manipulateur. Mais ma radio, elle va être interprétée par un radiologue qui peut être à des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres parfois. Qui peut être même dans un autre pays. Qui peut même. Alors, en principe, la radiologie doit être interprétée dans la communauté européenne de façon à ce que le radiologue bénéficie d'un diplôme européen. Mais par exemple aux États-Unis, on a vu que de nombreuses radiographies étaient interprétées en Chine ou en Inde pour répondre simplement à un problème de décalage horaire. Les radiologues américains ne souhaitaient pas trop assurer la garde la nuit, donc on transférait ces radiographies dans des pays où, en raison du décalage horaire, on pouvait avoir des radiologues qui exerçaient dans la journée.
Donc téléexpertise, mais téléradiologie, on voit bien que la téléradiologie, elle correspond aussi à une réponse qu'on apporte au manque de médecins. Est-ce qu'il en est de même pour la téléconsultation, Benjamin ? La téléconsultation, oui, c'est pareil, hein, manque de médecins, et donc c'est vrai qu'on développe, et Monsieur Héon va en parler, mais des télécabines, mais derrière ces télécabines, il faut aussi des médecins. Et donc la problématique, on a beaucoup développé la télémédecine, mais en ne réfléchissant pas à la base, qui va répondre aux questions que l'on a, en sachant qu'on est déjà en désertification médicale, et donc qui va répondre finalement aux sollicitations de téléconsultation. Donc on est quand même toujours un peu dans cette histoire, et donc il faut créer son réseau, il faut créer des gens qui peuvent répondre à nos questionnements, et donc on en est toujours là quand même. Concrètement, alors Pierre-Édouard Héon, vous avez mis en service dans votre commune de Méry une cabine de télémédecine. Alors comment vous avez organisé ce réseau? C'est-à-dire que je vais dans la cabine, je fais ma téléconsultation. C'est quoi? C'est des médecins de Méry qui répondent? C'est des médecins... Comment ça se passe? Alors, c'est pas nous qui avons organisé, hein. On s'est rapproché d'un partenaire, en l'occurrence la société H4D, qui a développé une cabine de téléconsultation. Je l'appelle plutôt comme ça que télécabine, ça fait moins sport d'hiver. Une cabine de téléconsultation de très haute technologie, avec une trentaine de capteurs qui permettent de faire vraiment un diagnostic médical à l'occasion de la consultation, et est attaché au système de la téléconsultation une plateforme de médecins sur la France entière, qui permet donc effectivement de mutualiser les consultations. On a la possibilité, quand on a des médecins locaux qui souhaitent pratiquer la téléconsultation, de les rattacher au système. Donc pour eux, c'est la possibilité d'avoir un exercice mixte entre du présentiel et du distanciel, comme on dit maintenant. Mais surtout, l'intérêt, c'est qu'effectivement, le portefeuille de médecins est national, et que du coup, on se consulte, on se connecte à un médecin qui est parfois très éloigné. Ça a été mon cas, j'ai testé la téléconsultation pour un problème médical personnel, et j'étais en relation avec un médecin de Caen. Donc sans aucun problème, hein. Vous l'avez installé où, votre cabine? Alors on l'a installé dans des locaux municipaux, parce que la médecine de proximité, de plus en plus avec la désertification médicale, devient un service public, hein, que les collectivités territoriales doivent assumer. Donc on a rénové un bâtiment public pour y créer 2 cabinets médicaux, pour lesquels on a recruté 2 nouveaux médecins généralistes. On a quand même eu cette chance d'en trouver. Et par ailleurs, on a ajouté à notre écosystème de santé de proximité cette cabine de téléconsultation qu'on a installée dans le 3e cabinet. Bien sûr, elle est prise en charge par un agent communal qui assure aussi l'accueil et le protocole sanitaire. Pour faire cette téléconsultation, on n'est pas livré à soi-même. Il y a quelqu'un qui vous accueille, il y a quelqu'un qui a désinfecté les instruments auparavant. Comment ça se passe? Oui, absolument. On a donc un agent d'accueil communal qui n'est pas nécessairement un professionnel de santé. En l'occurrence, c'est une ATSEM qui s'occupait des enfants dans les écoles et qui a adhéré à ce projet-là. Donc son rôle, c'est d'accueillir les patients et de les installer dans le cabinet médical connecté, la cabine de téléconsultation, en leur expliquant comment se connecter. Puis ensuite, le relais est pris en charge par le médecin qui est en visioconférence. Et à l'issue de la consultation, son rôle, c'est aussi d'appliquer le protocole sanitaire de désinfection, de jeter à la poubelle les éléments qui n'ont qu'un usage unique, et puis d'assurer la désinfection de la cabine pour assurer le protocole sanitaire. Comment ça se passe à la fin? Il y a une imprimante, je repars avec mon ordonnance, je reçois mon ordonnance par email, comment je paye, comment je fais tout ça? Tout est intégré, on paye rien, on utilise sa carte vitale. Donc il y a un lecteur de carte qu'on met dans la cabine pour s'identifier. Et ensuite la prise en charge est assurée par l'intermédiaire de la carte vitale. Et concernant l'ordonnance, s'il y a ordonnance à l'issue de la consultation, elle est imprimée directement dans la cabine et on repart avec son ordonnance. Quel type de pathologie? Les gens, ils viennent consulter pourquoi? Bon, alors j'ai pas encore beaucoup de recul, hein. Notre cabine, elle est ouverte depuis combien de temps? Elle est ouverte depuis le 22 mars. En même temps d'ailleurs qu'un médecin généraliste est arrivé sur la ville et a commencé ses consultations, on a ouvert la cabine de téléconsultation, et c'est là qu'on se rend compte à quel point il y a encore du chemin à parcourir pour que les gens adhèrent à la téléconsultation, parce que... Il y a combien de gens qui viennent par jour? Alors c'est quelques personnes, hein, puisque nous on est ouvert 3 jours par semaine plus un samedi sur 2, 3 après-midi par semaine, et on a 400
5 personnes à l'heure actuelle par jour, ce qui est déjà pas mal. On prend rendez-vous comment, sur Doctolib, sur alors c'est un équivalent de Doctolib, c'est une plateforme numérique. On a un code qui correspond à la cabine de la ville, et puis on prend son rendez-vous. Alors en l'occurrence, la différence avec le médecin généraliste, c'est qu'on n'a pas la possibilité de prendre son rendez-vous plus de 3 jours à l'avance. C'est justement pour éviter la concurrence entre médecine traditionnelle, médecine présentielle et téléconsultation. Mais pour ce qui concerne mon cas, par exemple, je me suis connecté le vendredi à midi et j'ai eu mon rendez-vous le vendredi à 15h. Donc pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est évidemment pas le remède absolu à la désertification médicale, mais dans un certain nombre de cas, c'était le mien, j'avais besoin d'une consultation rapide, une douleur dans les oreilles, j'ai obtenu un rendez-vous immédiat, ce que j'aurais évidemment pas obtenu avec un médecin de Méry-sur-Oise. On a le choix de son médecin quand on arrive dans la cabine ou pas ? Alors oui, si on souhaite téléconsulter avec un médecin de la ville qui s'est rattaché au système, non si on arrive pour une consultation libre et avec un besoin immédiat. C'est un problème, ça, qu'il n'y ait pas forcément de suivi d'une consultation sur l'autre avec un médecin qu'on va revoir et qui va assurer le suivi, justement ? Dans un certain nombre de cas, je suppose que ça peut l'être, et dans ce cas-là, la téléconsultation n'est effectivement pas forcément le système adapté, mais enfin, dans la pratique des choses, et dans 80% des cas, paraît-il, la téléconsultation est parfaitement adaptée pour... C'est un système complémentaire, en fait. Oui, c'est cohabiter avec un élément de l'écosystème, ça fait partie du dispositif. Voilà. C'est un système complémentaire et donc on a bien vu comment ça fonctionnait chez vous, dans votre ville, à l'échelon local. Maintenant, on va faire une petite pause musicale, une bulle musicale et on se retrouve après pour voir les problèmes que ça peut poser au niveau organisationnel sur un territoire plus vaste. La bulle santé bien-être, ça continue. Une question, Pierre-Édouard Héon, on vient d'évoquer la cabine que vous avez installée dans votre commune. Est-ce qu'il faut être de la commune pour venir téléconsulter dans la cabine ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde ? Alors c'est ouvert à tout le monde, comme un cabinet médical. Donc toute personne qui souhaite prendre rendez-vous et qui dispose du code de la télécabine peut s'inscrire pour un rendez-vous médical, sans restriction. Une question qu'on se pose, et je vais la poser à Benjamin. Je rentre dans cette cabine. Bon, je vais être en visio avec un médecin. Mais alors, comment il va faire pour me sculpter ? Alors c'est l'avantage maintenant dans les télécabines d'avoir des objets connectés, ce qu'on appelle des objets connectés. Donc il y aura un stéthoscope pour effectivement ausculter au niveau pulmonaire, cardiaque, mais otoscope aussi pour regarder dans les oreilles, tensiomètre, on peut même faire un électrocardiogramme si besoin. Donc on a quand même des objets connectés performants qui permettent de remonter soit les images, soit les sons et qui permettent de faire un diagnostic.
Il y a combien d'objets dans votre Je crois qu'il y a au total 26 capteurs différents. 26 capteurs Donc différents. ça permet quand même de faire un diagnostic médical très complet. C'est très complet. Et alors justement, cette cabine, est-ce qu'il la différencie par exemple d'autres solutions de télémédecine avec d'autres types d'objets connectés, comme des montres il y a des, qu'est-ce qui la différencie? C'est la qualité des objets, c'est ça? C'est pas tout à fait la même chose entre un objet connecté médical qui permet effectivement de remonter en fait des infos en direct ou des sons ou des images que les montres par exemple qui permettent de voir qui sont des capteurs de chute finalement par exemple qui là n'ont pas du tout la même technologie. Ça c'est pas du tout en fait le même service. Il y a des montres qui font des ECG maintenant. C'est ça, c'est vrai. Après, là, effectivement, les objets ont été validés, ont été sont contrôlés. Enfin, ça marche plutôt très très bien. Hein. Donc c'est pas la même chose. C'est complémentaire avec la médecine de ville. Ah bah c'est totalement complémentaire, ou en tout cas ça peut remplacer, ça c'est sûr. On peut même finalement avoir peut-être des remontées même intéressantes au niveau des sons ou des images qu'on ne verrait pas forcément même nous en tant que médecins. Voilà. Donc non, ça a un vrai intérêt. Après, est-ce que ça remplace ça sera une vraie question. Probablement que sur de la consultation standard sur une petite urgence ou sur une problématique, ça sera très intéressant. Sur des problématiques plus importantes, et moi je pense en tant que gériatre plutôt à la perte d'autonomie, les gens qui sont en perte d'autonomie, ça leur servira à rien. Puisque en fait, pour se mobiliser et rentrer dans la télécabine, c'est déjà tout un processus. Donc ce qui nous amène en fait à la deuxième partie de notre entretien, c'est-à-dire que ces télécabines, c'est très bien, mais c'est un outil parmi d'autres, un dispositif parmi d'autres, et derrière ces télécabines, derrière ces objets connectés, derrière ces écrans, il faut des médecins. Oui. Est-ce qu'on en a, ça résout pas le problème du désert médical ? Ça résout pas du tout le problème des déserts médicaux. C'est vrai qu'il y a eu une statistique là où ils voulaient mettre 500 télécabines en pharmacie par exemple. En gros, la moyenne c'est entre 5 et 11 consultations par jour. Donc vous imaginez finalement 5000 consultations. On va considérer qu'un médecin va faire entre 25 et 30 consultations dans sa journée, ça fait quand même 500 médecins au moins. Donc voilà, est-ce qu'on a ces 500 médecins sous la main? Pas forcément. C'est le vrai sujet. Et notamment, un des verrous réglementaires, c'est que lorsqu'on est en Île-de-France, par exemple, en principe, réglementairement, la téléconsultation doit passer par un médecin installé en Île-de-France également. Exactement. Donc ça, c'est un verrou aberrant, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un médecin installé en Seine-et-Marne fasse mieux le boulot qu'un médecin installé dans le Calvados. Donc c'est le genre de verrou qu'il faut lever. Et par exemple, pour ce qui me concerne, j'étais en relation avec un médecin de Caen, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça s'est extrêmement bien passé. Et, ce côté mutualisation, ça résout pas le problème de la désertification médicale, mais ça correspond aussi à une forme de demande d'exercice de la profession par certains médecins. Mutualisation, organisation de la chaîne de soins, faire appel à toutes les ressources, c'est ça la clé finalement. Est-ce qu'on utilise bien les compétences de chacun à tous les niveaux? Les infirmières, les pharmaciens, il n'y a pas de désert pharmaceutique en France, il y a un désert médical, il n'y a pas de désert pharmaceutique. Est-ce qu'on utilise bien tout le monde, et est-ce que finalement la télémédecine, c'est pas le moment ou jamais de se reposer les bonnes questions au niveau organisationnel? Oui, je pense qu'il va falloir repenser complètement en fait le schéma de prise en charge et des parcours de soins effectivement globalement, il va y avoir des nouveaux métiers qui vont se créer. Le médecin sera là en tant qu'expert et les infirmières de pratique avancée, alors toujours dans cette perte d'autonomie, je pense qu'effectivement iront au domicile et permettront, grâce en fait à la téléconsultation, d'avoir un médecin en plateforme gériatrique, par exemple, qui va probablement se mettre en place sur le Val d'Oise. Donc on sera novateur aussi dans ces sujets-là. Va permettre en fait, avec les téléopérateurs, de pouvoir éviter de déplacer les gens. Je vous rappelle juste, par exemple, dans un EHPAD, que les déplacements pour aller voir un spécialiste, c'est entre 20 et 30 000 euros par établissement par an. Donc vous imaginez juste d'avoir un téléopérateur finalement qui coûtera nettement moins cher.
Par exemple, dans les EHPAD, on pourra déjà le faire. Ça existe. Il y a certaines sociétés privées qui commencent à envoyer les téléopérateurs dans les EHPAD pour aller faire des échographies cardiaques ou ce genre de choses, aura un vrai intérêt. Et pour le domicile, je pense que ça sera typiquement la même chose. Voilà. Est-ce que vous nous dites finalement qu'il va falloir qu'on travaille en équipe? Vous avez parlé de pratiques avancées, on peut parler de délégation des tâches aussi. Est-ce qu'il faut que tout le monde s'y mette là? Alors, je parle plus et je milite depuis de nombreuses années sur de la coordination professionnelle. Alors, ça commence à se mettre au niveau des territoires sur les DAC, par exemple les dispositifs d'appui à la coordination, où effectivement l'aide aux professionnels, mais aussi aux personnes, que ce soit dans le médical, social ou médico-social, ça a un vrai intérêt pour un suivi idéal. Mais la coordination est juste nécessaire. La problématique en France, c'est que cette coordination n'est pas encore payée. Est-ce qu'il faut sortir de cette logique du médecin traitant qui a un goulot d'étranglement pour aller sur des organisations plus transverses? Tout à fait. Je pense qu'en fait, le médecin traitant qui est dans la loi, le médecin coordonnateur des parcours, n'est peut-être plus très efficient. C'est-à-dire que n'allant plus jusqu'à la fin, c'est-à-dire on va imaginer une prise en charge d'une personne, quand elles vont avoir une perte d'autonomie, les médecins n'allant plus au domicile, où est cette coordination? Et finalement, c'est là où il y en a le plus besoin. Pour vous dire, je fais de la vaccination à domicile. J'ai des gens qui sont totalement dépendants, qui n'ont pas vu de médecin depuis 10 ans. En fait, ils vont au cabinet médical pour renouveler par le fils l'ordonnance. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Là, actuellement, il faut revoir toute cette prise en charge et ces parcours de soins et en privilégiant, et je pense qu'on est trop dans le soin encore en France, toute la prévention qui est ultra nécessaire. La détection de fragilité et la formation, c'est juste essentiel. Dominique Nguyen, la téléradiologie, il y a des médecins aujourd'hui qui ne travaillent qu'en téléradiologie. Est-ce que c'est pas un problème? Il faut quand même garder ce contact avec le patient. Oui, je pense que, alors, en téléradiologie, il y a plusieurs problèmes qui me viennent à l'esprit. D'abord, il y a un problème technique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir offrir aux patients la même qualité technique que l'on a dans un centre de radiologie. Ce que je veux dire, c'est que, c'est d'ailleurs dans le cahier des charges de la téléradiologie, vous devez disposer des écrans identique au point de vue résolution. Vous devez disposer d'une ligne à haut débit, puisque par exemple pour un scanner du corps entier, vous devez transmettre entre 1500 et 2000 coupes, donc il faut avoir un débit suffisamment rapide. Or, si vous voulez, on arrive un peu dans un paradoxe, c'est que la téléradiologie est très utilisée dans des milieux, dans des déserts médicaux, mais ce sont en même temps des territoires qui sont le moins bien équipés sur le plan technologique. C'est vrai, c'est vrai. Mais je crois que... alors ensuite, il y a une problématique économique. Très souvent, ce sont du matériel qui viennent de l'étranger. Peut-être qu'à l'occasion de cette crise sanitaire, il faudra peut-être réfléchir à réindustrialiser et réfléchir à pouvoir utiliser des industriels français qui sont très performants. Benjamin Rimeau, cette téléradiologie, c'est pas un risque de ne plus voir les malades? C'est une vraie question. Est-ce que le médecin sera vraiment là que dans l'expertise? Mais s'il n'a pas de formation et qu'il ne voit pas de malade, on va se dire il est expert finalement de quoi puisqu'il n'a pas vu de malade ou peu. Donc c'est vraiment à repenser. Je pense qu'il y a effectivement un temps où il faut voir les gens et un temps où on peut effectivement suivre à distance. Et je pense que c'est ces parcours qu'il va falloir voir. Typiquement dans les pathologies chroniques, que le médecin voit son patient de façon assez régulière. Oui, qu'il y ait une surveillance par une infirmière et s'il y a un problème aigu, qu'on puisse, que le médecin puisse intervenir même à distance pour éviter les hospitalisations.
Oui, je pense que c'est comme ça. Mais donc, il va falloir peut-être moduler le temps du médecin entre du présentiel et du distanciel. Mais ça sera à voir. Pierre-Édouard Réon, on va terminer avec vous. Vous avez déployé donc cette cabine dans votre commune de Méry-sur-Oise. Vous êtes aussi conseiller départemental valoise délégué au numérique. Alors, est-ce qu'on va les voir fleurir ou est-ce qu'il va y avoir d'autres solutions numériques qui vont être déployées dans le Val-d'Oise concernant la télémédecine ? Alors, le conseil départemental, effectivement, soutient ce type de dispositif. D'abord, pour rebondir sur ce que disait monsieur, on est le premier département en Île-de-France à être aujourd'hui totalement fibré en très haut débit sur l'ensemble du territoire, donc y compris toutes les communes rurales. Donc plus d'obstacles technologiques grâce à ce déploiement, à l'installation de cabines de téléconsultation, quelle que soit la commune. Et ensuite, on a mis en place au conseil départemental, sur ma proposition, des dispositifs de soutien, d'une part à la création de maisons de santé, parce que là aussi il y a une mutation de l'exercice médical. Hein, les professionnels de santé, les médecins généralistes ne veulent plus exercer comme par le passé. Donc il faut aider les communes ou les communautés de communes ou d'agglomération à créer des maisons de santé pour un exercice commun. Et puis on a par ailleurs le syndicat Val d'Oise Numérique, qui est un peu le bras armé technologique du département et qui dispose de moyens financiers pour assister les communes dans leur équipement en matière de cabines de téléconsultation. Eh bien voilà, la télémédecine a de beaux jours dans le Val d'Oise. Il y a beaucoup de systèmes, il y a beaucoup de problèmes organisationnels à résoudre, mais c'est des beaux challenges à relever. Merci à tous d'être passés au Bubble Bar pour cette bulle santé bien-être. À très bientôt pour un prochain numéro et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci à vous. Merci.